Salut, bienvenue sur Collaboration Solved, le podcast de ceux qui veulent surmonter des obstacles qui freinent l'efficacité de leurs équipes avec des solutions concrètes testées sur le terrain, pas juste en théorie. Et aujourd'hui, avec mon invité Cédric Lavoie, on va parler de PI Planning et spécifiquement comment est-ce qu'on réussit à gérer les dépendances entre des équipes qui planifient leur travail en simultané et les aligner sur un objectif clair et commun. Salut Cédric. Bonjour, bon matin. Ça va bien? Ça va bien toi? Ouais, ça me fait super plaisir de te revoir. Merci de me recevoir dans ta maison. Merci beaucoup. Charmant background toi aussi. Merci. Je suis. Donc on a travaillé ensemble, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir enfin rejaser avec toi de choses sérieuses. Pareillement. Alors toi, Good. t'es maintenant manager, mais t'as quand même un solide background technique. T'as fait beaucoup de gestion de projets, de produits. Je l'ai dit, on a été Scrum Master ensemble dans des équipes voisines. Oui. Tu t'es spécialisé aussi dans la mise à l'échelle de l'agilité en tant que RTE, Release Train Engineer. Qu'est-ce que tu penses que toutes ces expériences t'ont apporté dans ton rôle actuel de manager? Tous ces rôles-là différents m'ont juste donné une opportunité d'essayer des choses avec les gens. Je pense que le travail d'un Scrum Master, à la base, j'en parlais avec ma femme l'autre fois, qui est aussi une Scrum Master, et qui était Project Manager, puis est devenue Scrum Master, puis on parlait de la différence entre les deux. Je pense que la différence, Scrum Master s'oriente surtout sur les gens et sur les équipes, puis les processus pour aider les gens et les équipes à être efficaces. Puis, je pense que tout ce temps-là, ces 13 dernières années et des poussières pour les autres rôles, les autres choses qui ont été faites, m'ont permis d'essayer des trucs, d'essayer des méthodes que j'ai appris en ligne, que j'ai appris par des collègues, d'appliquer des solutions à des moments de problème, que ce soit avec les gens, que ce soit avec les équipes, que ce soit avec le produit. Donc, c'est vraiment tout ça que ça m'a permis dans des rayons différents, dans des cercles différents avec des personnes différentes. Fait que c'est ce que je trouve particulièrement intéressant de mon cheminement quand je regarde en arrière, c'est ça, c'est avoir eu l'opportunité d'essayer. Puis que les gens m'ont fait confiance, pas tous, mais la plupart. Sinon, j'aurais arrêté de faire ça. Mais que la plupart m'ont fait confiance pour. On décidé de jouer le jeu. Puis ont décidé d'essayer avec moi. C'est ça, d'appliquer ces solutions-là, puis de trouver une manière d'adapter aussi une solution, parce que c'est pas le one size fits all ne fonctionne pas avec les êtres humains. Donc c'est surtout ça, c'est j'ai cette solution-là que j'ai essayé dans le passé, elle a fonctionné, fonctionnera pas avec vous pour raison X, Y, Z. Donc on adapte ensemble la solution, puis on essaie ça. Fait que c'est surtout ça, je pense, c'est une question, c'est les opportunités que ça crée d'essayer des choses, puis d'apprendre au fur et à mesure. Ouais, donc du coup, ton rôle de manager se retrouve enrichi parce que tu as pu tester beaucoup de choses avant sans avoir ce chapeau-là de gestion humaine, de gestion de projet. Exactement. Tu as finalement des tours au compteur en termes Exact. d'expérimentation. Exactement. Est-ce que dans ton rôle actuel, tu as de la planification à faire, donc d'aller ramener plusieurs équipes à aller planifier son travail dans le temps, dans le futur? Oui. En tant que mon rôle en ce moment, c'est gestionnaire de programmes techniques. Donc, c'est vraiment... mon héritage Scrum Master est vraiment encore très présent. Je pense que le moment que j'ai passé en tant qu'RTE a aussi beaucoup aidé au niveau de l'échelle. Puis oui, encore aujourd'hui, j'ai planning à faire. En ce moment, on n'utilise pas la méthodologie SAFe. On essaie la méthodologie LESS. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc, on essaie de faire ça. Donc, il y a quand même un concept d'échelle, pas par le nombre de personnes, mais par la hauteur à laquelle on opère. Puis on laisse les équipes se self-organize, si on veut, à partir du plan qu'on a fait en haut. Donc, oui, je fais encore beaucoup de planning au niveau leadership, mais aussi même avec les squads pour justement pour les aider. On a encore des cycles de Scrum, des sprints de 2 semaines. Cool. Donc là, t'as déjà
plugger deux types même plus de trois types de cadres de travail, Oui, dont deux à l'échelle. Il y a le less, qu'on abordera peut-être dans un prochain épisode avec toi, d'accord. et le safe, donc qui est comme on va dire un standard d'industrie de mise à l'échelle au niveau de la gouvernance, de la planification Voilà. et de la livraison de projets, de produits en agilité. Un de ces quelque chose qui est quand même assez présent dans cette manière de travailler là, ça va être le fameux PI planning, Product Increment Planning, si je me rappelle bien. Exactement. Donc un morceau de produit qu'on va aller planifier sur plusieurs mois d'avance. Est-ce que tu serais game de me résumer qu'est-ce que c'est que le déroulement du PI planning, mais genre en 2 minutes? Les En grandes deux étapes. minutes. Ok, j'essaie de faire ça vite. On va deep dive Le- dans les détails, donc donne-moi le survol. Ok, le PI planning, ça sert à quoi? Ça sert à planifier les prochains mois, dépendamment de la séquence qu'on décide. Ça sert à planifier en groupe tout le monde qui participe au train. Ça sert à planifier ce sur quoi les équipes vont travailler dans les prochains mois. Puis le concept du PI planning, c'est que toutes les équipes sont ensemble et planifient ensemble pendant quelques jours. Il y a des cérémonies qui font en sorte que ces 3 journées-là ou 2 journées-là avancent. Puis en bout de ligne, quand on sort de là, chaque équipe a une idée de sur quoi ils vont travailler pour les prochains mois. Elles vont avoir discuté des dépendances, puis aussi des risques qui vont venir avec le travail qu'ils vont faire. Donc c'est une manière de s'aligner, mais de s'aligner pas juste au niveau de la gestion ou du leadership, c'est de s'aligner au niveau de tout le monde, de tous les rôles. Tous les rôles participent au PI planning, comme je pourrais dire, sont investis. Ils ont quelque chose à faire, c'est pas comme s'ils assistaient. Tout le monde participe au PI planning, de sorte à savoir, c'est ça, sur quoi avoir une idée, parce que c'est pas planifié à 100%. Les équipes vont concevoir leur sprint planning pendant le 3 mois, si on dit 3 mois, mais c'est ça, ça sert à planifier les prochains mois. Donc là, tu dis que on est sur une base de 2-3 jours pour planifier donc plusieurs mois de travail, ce qui se comprend. Puis tu dis qu'il y a plusieurs événements, donc ça veut dire que là, dans ces 2-3 jours-là, il y a comme des espèces de phases. Oui, Ouais. exactement. Je vais prendre l'exemple que nous, on a vécu. C'est beaucoup plus simple de faire un PI planning en présentiel. C'est pour ça que je disais 2 journées. En mode hybride, c'est un peu plus complexe. La technologie nous ralentit juste pour s'assurer que tout fonctionne, avoir les gens en bonne place, tout ça. Puis on pourra en parler plus tard, il y a des challenges de rouler un PI planning. En hybride, on faisait 3 jours. Donc, les cérémonies du début à la fin, il y a la cérémonie d'ouverture où le leadership va venir présenter, un peu venir avec leur liste d'épicerie, si on veut, de ce qu'ils aimeraient, en fonction de ce qu'on a fait les 3 mois d'avant, ce qu'ils aimeraient qu'on fasse dans les prochains mois, dans les 3 prochains mois. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est que les équipes se divisent, puis le travail est assigné. Si on veut les épiques, si on veut parler en langage Jira, puis pour aussi faire avancer notre conversation, les épiques sont assignés à différentes équipes qui ont différentes connaissances, habiletés pour être capables d'effectuer le travail. Puis quand les équipes reçoivent ça, ils commencent à briser le travail. Il y a une forme de raffinement qui se fait sur les épiques à très haut niveau pour comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire. On tombe pas tout à fait dans le comment, mais on en parle quand même un petit peu parce que c'est comme ça qu'on commence à identifier les risques et les dépendances entre les squads, parce que les squads sont pas isolés. Comme j'ai dit, certaines squads ont des habiletés ou des connaissances dans le back-end, dans le front-end. Une équipe va avoir besoin d'un service qui est produit par une autre équipe, mais dans le même PI. Donc, c'est important d'identifier ces dépendances-là dès qu'on peut, en rentrant un peu dans le détail. Puis là, ce qui est impressionnant, c'est que ça reste quand même rapide, ça reste quand même agressif, parce qu'à la fin de la première journée, on demande déjà, on a une rencontre où est-ce que tous les gens reviennent ensemble. Puis, j'ai pas expliqué ça comme il faut. La cérémonie d'ouverture, tout le monde est ensemble, dans une salle le plus possible.
une grosse salle. Le but, c'est un petit peu la festivité, c'est le succès du dernier PI, puis c'est la présentation des nouveaux projets. Les équipes se séparent par équipe. Toutes les équipes s'en vont dans des salles différentes, commencent à jaser entre eux, comme je dis, commencent à faire du raffinement. À la fin de la journée, tout le monde revient dans la première salle, puis on demande aux équipes de présenter leur plan. Donc, normalement, en tant qu'RTE, je faisais des boards où est-ce que je divisais les sprints qu'il y avait dans les prochains mois. Puis là, on demandait aux gens, aux équipes de passer par-dessus ce qu'ils avaient réussi à faire dans la première journée. Donc, la quantité de travail qu'ils avaient réussi à planifier, qu'ils avaient mis dans les sprints. Aussi, est-ce qu'ils avaient commencé à identifier des dépendances, des risques pour alimenter la conversation, puis les cérémonies qui se passaient dans la deuxième journée. À la fin de la première journée, après on appelle ça le draft plan, la première fois qu'il y a le draft plan presentation, le leadership se rencontre. Quand je parle de leadership, je parle de tout ce qui est product manager, product owner. On a aussi les directeurs d'initiatives qui sont là, dépendamment des rôles dans votre entreprise, qui se rencontrent. Puis, la présentation du draft plan devrait faire remonter certains problèmes. Certains problèmes au niveau de la capacité, certains problèmes au niveau des priorités, certains problèmes au niveau des dépendances qui empêcheraient complètement une équipe de commencer à travailler sur le projet pour une raison XY, mais qui est en dehors du train. Pour donner un exemple, ça c'est le département pour lequel on travaillait, consomme de l'information qui vient de d'autres départements. Donc, en dehors du train, on a des dépendances aussi. Puis si on n'a pas ce qu'on a besoin pour commencer à travailler, ben ces problèmes-là ressortent à la rencontre de leadership à la fin de la première journée. On essaie de trouver des solutions à ces trucs-là. Donc, soit qu'on enlève les priorités, on enlève le risque parce qu'on enlève carrément le projet puis on le remplace par quelque chose d'autre, ou on essaie de trouver des solutions pour ces trucs-là, ou des compromis, je dirais plutôt. C'est souvent une très longue rencontre qui finit très très tard la première journée, mais à ce moment-là, les équipes ne sont plus là. C'est vraiment juste le leadership. Le lendemain matin, donc la première rencontre de la journée, tout le monde est encore ensemble, on commence la journée. Le leadership va venir présenter les compromis, des solutions qu'ils ont trouvées. Donc, rapporter aux équipes la discussion qu'ils ont eue la veille, puis essayer de trouver des solutions aux problèmes qui ont été présentés ou aux enjeux qui ont été présentés. La deuxième journée, après ça, ce qui arrive, c'est les équipes se divisent encore, puis là, on essaie de raffiner le draft plan de la première journée. Donc là, on tombe un peu plus dans le détail. Le travail de la deuxième journée est vraiment d'identifier les dépendances entre les équipes. Parce que c'est vraiment ça, en fait, qui fait la différence de SAFE. C'est que tout le monde travaille en groupe, puis on identifie les dépendances pour être capable de les planifier, pour être capable d'y réfléchir et de séquencer le travail pour pas avoir une surprise puis être pris. Ou est-ce que là, finalement, on attend après quelqu'un? Ce qui arrive un peu plus souvent en Scrum, si les équipes se parlent pas. Là, on crée vraiment une situation où les équipes n'ont pas le choix de se parler. Donc, dans la première partie de la journée, c'est ce qui se passe. On parle des dépendances. Pendant le PI Planning, ce qui est important, ce qui est mentionné, mais c'est pas une cérémonie, c'est que c'est encouragé à ce que les gens se promènent de salle en salle, surtout pour les PO, pour les leadership, les designers, tout ça, ces gens-là qui ont les réponses, qui ont fait les projets, se promènent un peu comme quand on fait un raffinement, puis le product owner est là, les développeurs ont des questions à poser au product owner. C'est un peu ça la dynamique. Le but aussi, c'est pas juste de planifier puis d'identifier les dépendances, mais c'est aussi d'aller parler aux équipes avec qui on a des dépendances. Donc, c'est d'appeler un membre de leur équipe pour qu'ils viennent de notre côté ou que nous, on envoie quelqu'un puis on s'en aide de l'autre côté. Même si j'ai déjà vu où est-ce que deux équipes se rencontrent complètement puis font une partie du planning ensemble parce qu'ils sont tellement dépendants de sprint à l'autre qu'ils essaient de séquencer leur travail pour être capable de tout planifier ça dans les 3 prochains mois. Puis, à la fin de la deuxième journée, ce qui arrive, c'est que là, on fait la présentation du plan qu'on dit final. Bien entendu, ça reste agile. On n'a rien signé, rien est écrit dans la roche ou signé avec du sang. Puis, le but du PI Planning, c'est de planifier les 3 prochains mois, mais avec énormément de jeux, si on veut. Pour se laisser de la place, justement, être agile. S'il y a des trucs, des nouvelles priorités, si on doit s'adapter, il faut qu'on se garde la place. Donc, le but, c'est pas de planifier les 5 prochains sprints, les 6 prochains sprints à 100%. Mais c'est de se donner une ligne directrice, puis d'identifier les dépendances, comme je dis. Donc, à la fin de la journée, on présente le plan final. Donc,
ce sur quoi les équipes commettent pour les prochains mois, en fonction de la liste d'épicerie, si vous vous rappelez de la première journée. Donc, c'est là aussi que leadership voit, alright, les équipes vont être capables de faire 100% de ce qu'on a demandé ou 60% de ce qu'on a demandé. Puis comme je disais, c'est une communication tout le long, donc c'est pas une surprise. C'est pas comme si on partait avec la liste d'épicerie puis on revenait avec la liste d'épicerie finie puis on en avait juste fait la moitié. Donc il y a des compromis, les solutions comme je disais qui se font tout le long de ça. Fait que la deuxième journée finit comme ça. Puis là, ça fait longtemps que je l'ai fait, donc ça se peut que j'oublie des petites... si les gens en ligne t'envoient des commentaires, je suis désolé. J'ai fait vraiment le survol de tout ça. Puis la deuxième journée alimente un peu le côté inspect and adapt en français, l'amélioration continue je vais parler encore en anglais, du framework. C'est quoi, comment on dit ça? Cadre de travail safe. Le cadre de travail de safe, exactement. Donc la dernière journée focus beaucoup sur ça, sur l'amélioration continue, où est-ce qu'on fait une rétrospective sur le PI planning. Il y a un bon 2 heures où est-ce que c'est vraiment important, les squads se séparent, font leur propre rétrospective sur comment le PI planning a été. Puis c'est comme une rétrospective de sprint, mais sur les 2 journées derrière nous. Puis ensuite de ça, on termine la rétrospective, si on veut, tout le monde ensemble, dans la grande salle, où est-ce qu'on on prend tout le feedback qui est rentré, puis on reçoit le feedback. Puis quand je dis on, je parle de moi en tant qu'RTE, leadership. On n'essaie pas d'adresser le feedback, on reçoit le feedback. Puis ce feedback-là va alimenter tout le long du prochain PI, où est-ce que c'est la job du RTE avec les leaders d'adresser ce feedback-là, d'essayer de trouver des solutions. Bien entendu, c'est comme pour un Scrum Master, c'est pas le rôle du RTE de régler les problèmes, mais c'est le rôle du RTE d'aider les équipes à régler ce problème-là et de s'ajuster pour le prochain PI planning. Puis pour terminer tout ça, on a une rencontre où est-ce que on parle que des dépendances et des risques qui ont été identifiés. Puis on en parle qu'on ait trouvé une solution ou non. Le but, c'est de les faire remonter puis de leur donner une visibilité. De montrer que n'importe quelle dépendance, même si elle est mitiguée, même si on a trouvé une solution, reste un risque. Donc, c'est tout simplement pour mettre, si on veut, des lumières sur certains points pour les prochains mois, pour être sûr que les gens ne perdent pas ça de vue et comprennent que si on fait pas ça, ça va avoir un impact tel. Puis ensuite de ça, on a une cérémonie de fermeture. Souvent, ça va finir avec... dépendamment de l'heure qu'il est, ça va finir avec un lunch ou une collation, quelque chose comme ça, ou est-ce que ça finit un peu comme... Encore là, on essaie de garder le côté célébration de tout ça, puis on repart normalement dans la séquence des sprints. OK. Donc là, c'était une très longue explication de ce qu'est le PI planning. Il y a des événements qui mènent à ça, puis après ça, il y a des événements pour sortir de ça, mais ça, c'est le PI planning. Donc, mettons 3 blocs, après en 2 journées, en 3 journées, en fonction du setup que vous avez. Le premier, on met la table, on présente les objectifs. Okay, qu'est-ce qu'il serait idéal d'atteindre pour la compagnie, le business. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aimerait. Là-dessus, on planche, on essaye de faire un petit plan, on remonte des choses. Là, le leadership se couche tard parce qu'ils vont computer tout ça, puis essayer de faire des compromis. Ça, j'aime bien cette partie-là. Le fait qu'ils sont aussi mis à profit assez tôt dans le processus pour pouvoir réviser un peu leurs attentes. On se retrouve, deuxième partie, où là, ce plan-là va être... il y aura peut-être une révision des objectifs, ce qui fait qu'on réadapte le plan qu'on avait imaginé la veille. On le solidifie, pas d'une manière, de ce que je comprends, rigide, mais c'est au meilleur de nos connaissances actuelles le meilleur plan qu'on peut imaginer dans le temps qu'on a eu. Et donc on se laisse de la place à de l'imprévu, parce que l'imprévu, shit happens, ça c'est pas mal sûr que ça va arriver. Et la troisième phase, c'est une rétroaction. Ça c'est important, puisque si par exemple, comme tu disais, on est sur un cycle de 3 mois, c'est important de faire la rétroaction tout de suite, parce que si c'est dans 3 mois le prochain, donc, si on attend le prochain pour se demander comment ça a été, on a sûrement oublié entre temps. Exact. Donc là il y a ça, et en plus on remet le couvert sur les risques, les dépendances, des choses qui auraient pu qu'on ne veut pas qui passent sous le radar. Exactement. Ouais.
Cette cérémonie d'ouverture, ce fameux alignement, on va dire, sur les priorités business, ça touche la partie décisionnelle, on va dire la partie leadership, donc qu'elle soit produit, business, technique, etc. Euh, Comment est-ce que c'est amené ça? Est-ce que c'est, comme tu dis, une liste d'épicerie, c'est genre faites A, faites B, faites C? Est-ce que c'est plus des objectifs chiffrés, genre OKR? Comment est-ce que ça marche exactement? Je dirais, en fait, la manière que nous on le faisait, c'est qu'on faisait une présentation PowerPoint où est-ce que chaque département avait l'opportunité de venir présenter les projets sur lesquels il aimerait qu'on travaille. Donc, c'est des projets qui feedaient des OKRs, of course. Euh, c'est au niveau, c'est un petit peu plus haut que des épiques, mais c'est quand même des épiques. Euh, Puis c'est une présentation de haut niveau sur la raison. On expliquait dans le fond ce qu'ils aimeraient qu'on fasse, le résultat de si on réussit à le faire, de l'impact sur l'utilisateur que ça pourrait avoir, mais aussi pour certains trucs qui étaient quantifiables, quelle sorte d'enabler, d'opportunité que ça créait pour quelque chose par la suite. Donc, soit une capacité qui pourrait ensuite être adaptée sur une autre plateforme, ou un outil qui permettrait à l'utilisateur de faire quelque chose de nouveau, ou au niveau business, soit aller chercher une information qu'on n'avait pas avant, ou créer une nouvelle manière de générer des profits. Donc, c'est un peu ces 4 points-là. C'était présenté comme ça. Sous le format, c'est ça, de PowerPoint, là, avec des bullet points, où est-ce qu'on était vraiment dans le what de haut niveau. Où est-ce que c'était une idée qui était présentée. Puis, je pense que c'est le bon moment pour peut-être faire un bémol. Safe suggère, puis j'ai eu aussi des commentaires sur quoi qu'il y a des gens qui ont vécu ça avec Safe, où est-ce que c'est pas rare qu'une équipe va arriver au PI Planning n'ayant aucune idée sur quoi ils vont travailler, puis ils vont l'apprendre au PI Planning. C'est quelque chose que j'ai toujours eu de la difficulté, moi, en tant qu'être humain, avec ce concept-là. Puis aussi, par expérience, les gens paniquent devant l'inconnu. Donc, c'est jamais arrivé de mon vécu qu'on est rentré dans un PI planning où est-ce que l'équipe n'avait aucune idée sur quoi elle allait travailler. Parce qu'il y avait toujours une continuité du PI d'avant ou il y avait une forme de préparation qui s'est faite parce qu'on ne se cachera pas, surtout en software development, il y a de la recherche qui se fait, il y a du design qui se fait. Donc, c'est pas vrai qu'on peut commencer avec rien, puis pouf, on est prêt à développer. Il y a des étapes qu'il faut qu'ils se fassent. Donc, il y avait une forme de recherche qui se faisait à l'avance, puis les decks de présentation étaient montés en fonction de ça. Si on avait fait un peu de recherche à l'avance puis on réalisait que cette solution-là qu'on voulait implémenter ne fonctionnait pas du tout, ne apportait absolument rien, ben on l'avait découvert, on présentait pas ça au prochain PI puis on prenait une autre idée. Donc c'est comme ça le format que ça se faisait, où est-ce que je pense ce qui se passait en fait, c'était plus au niveau de la visibilité de la chose. Où est-ce que le train était exposé à ce qui allait être fait et non pas juste l'équipe qui avait commencé à réfléchir à comment faire ça. Parce qu'il faut se rappeler, c'est pas facile à estimer. C'est très difficile à estimer. Puis si on ne sait pas de quoi on parle, si on n'a pas idée des grandes lignes, c'est encore plus difficile. Donc c'est pour ça qu'il y avait un certain travail de préparation qui se faisait avant le PI. Puis, bref, je ferme ma parenthèse où est-ce que c'est ça, la première rencontre, c'était pour officialiser la liste d'épicerie. Puis pour informer le train au complet des objectifs désirés, parce que c'est pas encore approuvé par les équipes, mais désirés pour le PI planning et le PI qui suit le PI. Et donc on est quasiment dans une exposition collective d'un business case. Exact. Voilà pourquoi ce truc-là est important, voilà ce qu'on espère qu'il va nous apporter dans n'importe quelle dimension, que ce soit des profits, des revenus, de la capacité technologique dans le futur, tout ce que ça peut apporter, là, finalement, les différents types de valeurs que ça peut apporter. Et pas juste local, ça c'est super important, pas juste local, genre il y a 10 personnes qui sont au courant, mais là tout le monde est au courant.
Exact. Ce qui veut dire qu'au moins, on peut comprendre que même si j'ai une super grosse dépendance avec cette équipe-là, je sais pourquoi ma dépendance est importante d'être gérée dans la discussion qui va être à la suite, parce que j'ai été exposé au moins à ce... J'appelle ça un peu comme un business case, là. Je sais pas si c'est exactement ça, mais ça me fait penser à ça, en fait. Oui, 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 ça s'apparente à ça. Donc là, les équipes sont exposées à ce plan, ces objectifs désirés. Ils se retirent. Ils vont dans une salle Une grotte spéciale, dans une grotte, avec des torches et des tablettes en pierre pour aller Oui. donc, designer le plan maléfique. Tu dis qu'ils vont comme aller briser, donc évidemment on parle de gros éléments de travail, donc le but c'est d'aller briser ça en petits morceaux, actionnables, faisables, fonctionnels, etc. Puis là, ils découvrent, peut-être qu'il y avait déjà des idées dans la tête, mais là en les exposant, en les écrivant, ils découvrent des dépendances. Est-ce qu'il y a un processus spécifique que toi tu utilisais ou que Safe met en place pour aider les gens à identifier les dépendances? C'était très informel dans le sens que ça se faisait. C'est aussi pour ça que tout le monde est là, puis que Safe encourage le fait que tout le monde soit là. Ça se fait organiquement à cause de la conversation. On regarde le plan, puis étant donné qu'on faisait ça en hybride, l'image de Safe, j'ai toujours rêvé de le faire. On l'a jamais fait à cause de la pandémie, au moment où on le faisait. Mais c'est d'avoir, tu sais, la grande salle où ce que tout le monde est au début. Les gens restent là, mais se divisent dans les coins de la salle ou un peu partout. Donc, tu te lèves la tête, puis tu regardes une autre équipe, puis tu les vois travailler sur le whiteboard. Puis s'ils ont besoin de toi, ils font un signe, donc tu y vas. Donc, comment on a réussi à adapter ça? C'est qu'on s'est servi de Miro, un whiteboard virtuel. Puis, chaque équipe avait une section dans Miro. Donc, les gens, dans la rencontre de planification, la première journée, ce qu'ils font, c'est justement, ils mettent des stickies là-dessus sur le travail, puis en parlant, en générant ces stickies-là, ben, ils réalisent qu'on a une dépendance avec telle équipe parce qu'on ne sera pas capable de faire ça avant. Fait que pour l'instant, on va le mettre dans le sprint numéro 2, en espérant qu'eux vont être capables de faire leur truc dans le sprint numéro 1. Ça a été identifié. On lui donne une autre couleur. On fait des doodles autour. On identifie ce sticky-là comme ayant une dépendance avec une autre équipe. Puis là, sur Miro, tu peux faire une flèche. Il y a un paquet de manières de le faire. Mais le but, c'est de continuer d'avancer puis de faire ressortir ces stickies-là. Puis de les envoyer après ça. Les envoyer pas comme de planifier sans en parler, mais d'envoyer quelqu'un, d'aller les chercher, de leur envoyer un message, de montrer que ce sticky est là, parce que la conversation devient après. Il y a une partie de l'équipe qui continue à planifier, mais il y a une partie de l'équipe qui rencontre l'autre équipe pour dire « On a besoin de ça au sprint 2. Êtes-vous capable de faire ça au sprint 1? Non, donnez-nous plus de temps. » Donc, comme ça, on peut planifier, on peut déplacer des choses. Mais identifier ces dépendances-là se font vraiment organiquement, en discutant de ce qui doit être fait puis comment on doit le faire. Okay. Est-ce que tu as des petits tips de facilitation que tu as développés pour challenger un peu les équipes pour identifier des dépendances? Le rôle du Scrum Master est très très présent dans le parce qu'on n'a pas vraiment parlé des rôles, mais le rôle du Scrum Master est vraiment important dans le PI planning et tout au long du PI. Il continue de faire son travail, mais devient aussi une extension du RTE. Le RTE est un peu le Scrum Master du train, donc si on veut le Scrum Master des 10 équipes, puis chaque équipe a un Scrum Master. Donc, en tant qu'RTE, moi ce que je faisais, c'est que je me promenais constamment d'équipe en équipe, puis on pose des powerful questions, on parle, on regarde ce qu'il y a sur le board, puis on vient vraiment de loin. Je n'ai pas la prétention de dire que je comprends tout ce que tout le monde fait, tant au niveau du how que même le what. Je veux dire, je suis pas développeur. Tu as du recul, justement. Oui, exact, c'est ça. Donc, si j'arrive dans une rencontre puis je vois qu'il n'y a rien qui a été identifié, c'est pour ça que je dis, la part du temps, on avait comme créé une méthodologie qui n'était pas officielle, mais un certain code de couleur pour faire ressortir certains skills ou des trucs comme ça. Puis, c'est de poser les powerful questions. Ah, vous êtes rendu à planifier votre 5e sprint, puis je vois absolument pas de dépendance. Est-ce que c'est parce que vous n'y avez pas pensé ou c'est parce que vous en avez pas? Vous êtes chanceux comme ça. Ah,
on n'y a pas encore pensé. OK. Donc, je reviens aux dépendances, les identifier. Chaque événement, quand on envoie le calendrier, a un goal. À la fin de cet événement-là, vous devriez avoir identifié un point A, B, C. Le prochain, D, E, F. Puis les Scrum Masters deviennent le timekeeper, mais le keeper aussi de ces objectifs-là pour orienter la conversation, pour pas qu'on se perde ou qu'on s'éparpille ou qu'on prenne trop de temps à faire du raffinement, que les gens vont trop dans les détails puis commencent à créer des sous-tâches. On n'a pas le temps de faire ça. Donc c'est là où est-ce que le Scrum Master vient aider à faciliter ces rencontres-là pour atteindre les objectifs de la rencontre. Puis, moi, c'est ça, en fait, c'est en me promenant en tant qu'RTE, ben, je m'assurais que tout le monde bougeait ensemble pour atteindre ces objectifs-là. Fait que c'était comme ça, en fait. C'était beaucoup ça. C'était poser des powerful questions, c'est identifier, faisant popper ce qui était les dépendances ou les risques, puis encourager les gens constamment, c'est de se répéter, tu le sais. C'est de se répéter, c'est de se promener, c'est êtes-vous allé parler à eux autres? Ah non, pas encore. T'as-tu booké une rencontre avec eux autres? Oui. À 2 heures cet après-midi, on envoie 2 de nos personnes qui s'en vont les rejoindre. OK, cool. Parce que quand même, le calendrier Outlook Teams, c'est quand même là en background où est-ce que, OK, il faut qu'on se parle, mais je suis conscient que toi aussi, tu es en train de faire ton PR planning, fait qu'on va se booker un 15 minutes, on va se booker un 30 minutes, puis on va aller en parler. Donc, c'est comme ça que ça se faisait. Oui, puis il y a quand même besoin de ramener un cadre. Effectivement, on a un temps limité pour faire les choses, mais en tout cas, je l'ai vécu, moi, à échelle plus petite, au niveau du planning. C'est quand même des sessions qui peuvent être assez intenses parce qu'on est vraiment en mode solution, comment est-ce qu'on découpe, etc. Ça fait que les gens peuvent comme partir dans une zone où ils sont en train de ultra détailler les choses. On ne veut pas nécessairement à ce moment-là. Et donc, tu as besoin de ramener, d'avoir plusieurs personnes, plusieurs moments pour ramener les gens, genre attention, il y a ça, etc. Tel objectif, faites attention, oubliez pas les dépendances. Comment est-ce qu'on log ça? Parce que gérer les dépendances, il y a les identifier, il y a, comme tu dis, aller en parler, etc. C'est comme toute la gestion, c'est une mécanique. Est-ce qu'on tient un log? Est-ce qu'on tient un statut? Est-ce qu'on tient, exactement, c'est quoi la mécanique qui est derrière? On le fait de plusieurs façons. Il y a beaucoup de, je sais pas si ça se dit, la redondance, je pense que ça se dit. Mm-hmm. Il y a beaucoup de redondance qui se fait justement pour empêcher un truc de tomber dans une craque. Donc, au moment du PI planning, ça va se faire à travers Miro, où est-ce qu'on va avoir une section du PI planning qui est faite pour identifier les dépendances puis les risques. Donc, en plus de l'avoir dans ta séquence de sprint, ce ticket-là va être envoyé dans une table où est-ce qu'on indique où est-ce qu'il y a toutes les équipes, où est-ce qu'il y a toutes les sprints, puis on indique les dépendances. On amène le ticket, puis on amène ce board-là. On appelait ça le board spaghetti. J'ai plus accès à ces boards-là. Je pourrais sûrement trouver des images en ligne où tu pourrais faire des recherches. Ça ressemblait vraiment à un gros plat de spaghetti. Ouais. C'est vraiment intense. J'avais réussi à développer un code de couleur par équipe pour faire un peu de mélange pour faire un peu de sens de ça. Miro, malheureusement, avait pas le concept de filtre, donc ça aurait été le fun, mettons un filtre Photoshop où est-ce que des layers, si on veut, là, pour voir layer, telle équipe, telle équipe, telle équipe. Mais ce que ça fait, le spaghetti, c'est parce qu'on relie la tâche qui a une dépendance avec la tâche qui va régler cette dépendance-là d'une équipe à l'autre. Puis là, ben, tout est relié, c'est d'où vient le spaghetti, mais c'est aussi comme ça qu'on montre à tout le monde pendant le PI planning où sont les dépendances, puis qu'on conscientise les gens à ça, c'est attendu de telle équipe pour telle équipe. Donc, c'est ça, le spaghetti, il y a des flèches tout partout. Puis, c'est assez impressionnant parce que c'est pas 3-4 dépendances. C'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de dépendances sur 5 sprints. Je veux dire, il s'en fait du travail en 5 sprints. Donc, ça, c'est pendant le PI planning. Ensuite de ça, les tâches en tant que telles la tâche qui a été identifiée comme étant dépendante d'une autre, quand on la met dans Jira, parce qu'on utilisait Jira comme outil,
il y a une marque dessus, soit avec un filtre, soit avec un field, excusez-moi, un champ, ou en commentaire ou dans le titre, on identifie cela comme étant la dépendance. Puis ensuite de ça, à chaque sprint, on a une rencontre de risque et de dépendance avec les product owners et les scrum masters où est-ce qu'on fait un suivi de ces trucs-là pour un peu, est-ce que c'est encore une dépendance? Est-ce que la dépendance a été réglée? Ou est-ce que la dépendance a empiré? Dans le sens, est-ce qu'on a découvert des trucs? La dépendance n'est plus une dépendance, c'est devenu carrément un risque en soi. Donc, c'est un peu pour faire un cheminement de tout ça avec un sous-groupe pour s'assurer qu'il y a toujours un œil sur ces trucs-là, puis s'assurer que le statut de ces trucs-là est mis à jour, traqué, soit qu'ils sont réglés, soit qu'on les enlève, soit qu'ils sont encore très présents. Fait que c'est en 3 temps. Mais c'est toujours... Il y a des équipes, tout le monde, on regarde ça, on suit ça. Fait que c'est comme ça qu'on les identifie puis qu'on garde un œil dessus. Donc ça veut dire qu'il y a, je sais pas si c'est quoi la fréquence d'inspection de ce backlog. Peut-être que j'ai manqué ce bout-là. La rencontre est une fois par sprint, mais tout ça est maintenu par les Scrum Masters et le RTE au fur et à mesure que les sprints avancent. Donc ça peut être à chaque jour, ça peut être je veux dire, encore là, c'est quelque chose qui est organique qu'ils font, mais la rencontre, où est-ce que, c'est comme c'est pas comme ça qu'on l'appelait, mais comme un Scrum of Scrum, si on veut, où est-ce que cette rencontre-là était cédulée, c'était une cérémonie aux 2 semaines, donc une fois par sprint. Mais au moins, la bonne pratique, moi, que je retiens, c'est surtout de visualiser déjà sur une cartographie, en tout cas Oui. la carte spaghetti, Oui. de ce qui se passe. J'imagine qu'après, ça c'est quand même soit utilisé par la suite, soit au moins logué dans un registre où on va aller continuellement vérifier l'état de cette dépendance-là. Est-ce que le séquençage a suffi ou est-ce qu'on a besoin d'escalader parce que là le risque augmente, vu que la dépendance n'est pas adressée, le risque augmente que ça bloque X nombre d'équipes ou que ça empêche finalement l'objectif d'être atteint. Et il y a au moins un processus d'inspection régulière avec les parties prenantes, avec toutes les personnes qui doivent être impliquées. Le leadership, c'est comme tu dis, ça tombe pas dans une craque, ça passe pas sous le radar, quoi. Exact. Ouais. Il y a un truc que je pourrais ajouter qu'on faisait parce que comme le but du spaghetti, c'était un peu de... Quand je pourrais dire, c'était de choquer aussi les gens. Je sais que ça sonne drôle, mais c'était pour montrer à quel point c'était complexe, puis qu'il y avait des trucs à garder en tête. Mais ce qu'on faisait à la fin du PI, à la fin de l'événement, c'est qu'on amenait tout ça dans Confluence, puis on avait des sections par équipe, où est-ce que les dépendances qu'il y avait envers quelle équipe. Puis c'est un peu, on passait à travers de Confluence quand on faisait la rencontre sur les dépendances. On retournait pas dans le mur de spaghetti. Moi, pour mon propre sanity pour pas virer fou, j'allais changer les couleurs des trucs qui étaient réglés parce que moi je gardais toujours un œil sur ce board là, mais quand on faisait la rencontre pour un peu enlever la complexité puis le bruit des couleurs tout ça, on faisait ça à travers Confluence puis on suivait ça à travers ça, puis on avait aussi des statuts là, comme je disais tantôt, c'est-tu réglé, ça a-tu bougé, nanana, pour que ce soit un petit peu plus organisé comme rencontre si on veut. C'est comme on mettait au moins l'information était stockée, on va dire, à différents niveaux de granularité. Exact. La carte étant la première vue qu'on a, mais on se fie après sur des choses qu'on utilise au quotidien. Exact. Quoi. Exactement. Dépendamment du rôle, le développeur va travailler dans Jira, le business analyst ou le PO va travailler un peu plus dans Confluence, dépendamment avec qui on parle. Donc, c'est pour ça qu'il y avait différents outils. Donc, c'est pas de dupliquer le travail, c'est important, c'est juste d'avoir un espace selon la discussion, selon les rôles qui font partie de la discussion. Donc là, plusieurs rondes, puis là, en fait, on est sorti déjà du PI planning, parce qu'on a parlé de ce qui se passait après, Oui. Le planning est fini, puis là, on est dans le quotidien, puis on parle des dépendances. Mais si on revient un tout petit peu dans le planning, les dépendances sont jour 1, ou en tout cas première phase, sont identifiées. Là, le leadership se couche tard, ils révisent leur plan. On revient, on reparle des dépendances, on en reparle le jour 3 aussi. À un moment donné, je pense que c'est dans le jour 2 quasiment, où on vient solidifier le plan.
Là, je sais pas combien il y avait de personnes, mais on parle d'une centaine de personnes. Comment est-ce qu'on fait pour aligner ou avoir un consensus à plus de 50 personnes sur non pas un plan, mais plusieurs objectifs et plusieurs plans? C'est au moment où est-ce qu'on présente le plan, on a créé des objectifs de PI. Des sprint goals, si on veut, c'est des objectifs qui sont quantifiables, des objectifs qu'on dit SMART, qui sont observables, qui sont quantifiables, puis qu'on est capable, on essaie d'avoir des objectifs qui sont pas binaires, donc de zéro, soit sont pas faits, soit sont faits. Donc, il y a une sorte de progression qui se font dessus. Puis, quand on présente le plan final, en fait, ce qu'on présente, c'est pas tant les sprints, on parle des objectifs, du PI. Euh, puis, je te dis, je sais pas si c'est déjà arrivé, c'est jamais arrivé avec moi, mais dans l'exemple que tu donnes, mettons, c'est jamais arrivé où est-ce qu'une équipe était pas d'accord avec les objectifs d'une autre équipe. Dans le sens que les équipes sont propriétaires de leurs objectifs, ont créé leurs objectifs, puis les ont créés même en parlant avec d'autres personnes, parce que souvent les dépendances vont faire partie des objectifs, gérer cette dépendance-là. Donc, une autre place où est-ce que les dépendances se retrouvent vont souvent être dans les objectifs. Donc, quand c'est présenté, au moment où est-ce que c'est présenté, il n'y a plus de surprise, vraiment, où est-ce que quelqu'un pourrait dire « Hey, t'as oublié ça » ou « Hey, je suis pas d'accord avec ça ». Parce qu'au moment de les présenter, ça a été revu. J'ai aidé en tant qu'RTE les équipes à les monter. Leadership a participé parce que tel objectif a été écrit d'une manière où est-ce que on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc, leadership est arrivé puis a fait un compromis sur la quantité de trucs à livrer, si on veut, pour cet objectif-là. On est capable de... Mettons que l'objectif, c'est d'atteindre 2000 clients. Ben là, on va le raviser, puis c'est peut-être d'en atteindre juste 1000. Donc, au moment de faire cette présentation finale-là, il n'y a pas de surprise vraiment. Puis, ce qui est peut-être... c'est quoi le terme? C'est un gros terme, mais ce qui pourrait être choquant, mettons, sur un objectif, ça arrive pas. Parce qu'il n'y a pas de surprise. Puis c'est la surprise qui est choquante. Ouais. Donc, à moins que quelqu'un n'ait pas suivi ou qu'une équipe se soit trop isolée, ça arrive pas vraiment. Donc, le consensus, ou même la majorité, c'est pas ce qu'on recherche au niveau du train. On cherche à ce que le train s'en aille dans une même direction. C'est pour ça que c'est un train, c'est sur des rails, on s'en va tous dans la même direction. Puis chaque équipe doit contribuer à l'objectif du train, à la valeur que le train est supposé livrer. Donc l'alignement est surtout là. Puis le leadership travaille fort quand il monte sa liste d'épicerie, qui monte jour 1, où est-ce que tous ces objectifs-là, nonobstant de la quantité d'objectifs qui est atteint, s'en va quand même dans la même direction, feed quand même le train. Donc c'est ça, c'est quand les objectifs sont présentés, quand le plan est présenté, les dépendances ont été discutées, les risques ont été relevés, les équipes se sont déjà parlé puis se sont entendues. Encore, je reviens à l'exemple tantôt, quelque chose à faire dans le sprint numéro 3 qui est dépendant de l'équipe numéro 1. On en a parlé, on a fait un compromis, ils se sont engagés. C'était vraiment pas rare qu'une dépendance venait complètement dérailler une équipe parce que cette dépendance-là prenait 2 sprints, puis ça leur enlevait 2 sprints qui auraient pu passer sur autre chose. Mais quand ça s'est identifié assez à l'avance, on rentre le leadership là-dedans, on fait en sorte que les deux équipes se rencontrent, puis on parle. Les gens sont pas déraisonnables. En tout cas, c'est jamais arrivé, moi, où est-ce qu'on était dans une rencontre de leadership, celle que tu dis, là, que les gens se couchent tard. Puis c'est pour ça qu'ils se couchent tard, que je me couchais tard, c'est on essaie de sortir de là avec des compromis et des solutions. Personne ne se mettait des œillères pour dire non, 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 je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ça reste quand même, on fait partie d'un train, on livre une valeur tout le monde ensemble. Donc, c'est jamais arrivé ou j'ai jamais, moi, vu, été témoin de ça, où est-ce qu'on arrivait à un impasse, puis ben tant pis, on scrape tout. C'est jamais arrivé. Fait que c'est ça. Rendu là, la visibilité est tellement haute, la transparence est tellement là, qu'il n'y en a pas de surprise. Dans ton expérience, parce que tu as quand même fait plusieurs itérations de ces plannings-là, donc tu as eu
plusieurs fois du feedback de toutes les équipes. Oui. Donc j'imagine récolter un feedback d'une centaine de personnes, trier tout ça. Il y en a qui disent le buffet était pas bon, super, merci beaucoup. Puis il y en a d'autres qui disent telle phase, c'était un peu lent. Ok, ça c'est intéressant. Genre, donc t'as dû en recevoir beaucoup. Puis genre, j'imagine que il n'y a pas juste toi qui est impliqué là-dedans, il y a comme d'autres personnes aussi qui repensent ce plan-là. C'est quoi les feedbacks qui t'ont fait tweaker des affaires que tu as vraiment vu une valeur ajoutée une fois que tu as réessayé autre chose? Le premier qui me vient en tête, parce que c'est celui que j'avais souvent le plus de feedback dessus, c'était la rencontre, la première rencontre du matin, la présentation du leadership. Qui avait souvent tendance à déborder. Pas déborder de 15 minutes, là, on parle de déborder d'1 heure ou des fois même d'1 heure et demie. Surtout au début, il y avait cette peur-là, je pense, de pas générer assez de travail ou de donner assez de contexte. Donc le leadership tombait beaucoup dans, comme j'expliquais tantôt, le pourquoi. D'où est-ce que cette solution-là qu'on voulait implémenter venait, l'impact que ça avait, l'impact que ça pouvait avoir. Puis il parlait souvent des chiffres du PI d'avant, montrait les résultats de corps, ces trucs-là. Donc ça venait quasiment un all-in, si on veut. Un business plan, c'est pas un business case, quoi. Exactement, c'est que c'était vraiment, ça allait trop dans le détail, trop haut. Donc ça faisait en sorte que la première rencontre mangeait sur le temps que les équipes avaient pour faire leur première journée de PI puis commencer à briser toutes les tâches qu'il y avait à faire. Donc, avec le temps, avec les itérations, on a raffiné énormément cette rencontre-là. Puis on en est venu avec un deck qui était il y avait un nombre maximum de slides par équipe, des points auxquels il fallait qu'ils adressent, les points en notes, ce qui n'avait pas besoin de parler ou ce qu'il fallait pas qui parle, pour vraiment donner un peu un guide pour aider le leadership à produire un document qui allait alimenter une rencontre, qui allait respecter les temps. Donc, ça peut paraître petit, mais ça fait une très grosse différence quand tu commences ta journée du bon pied, où est-ce que tu as les informations que tu as besoin. Puis c'était quand même un meeting qui était lourd quand on y pense, parce que ça reste une présentation d'une personne devant une centaine de personnes, mais il faut que cette présentation-là reste intéressante parce que la personne qui est en avant ne s'adresse qu'à peut-être 20 personnes sur les 100 qui sont là, parce que c'est pas vrai que tout le monde travaille tout le temps sur la même chose, t'sais. Fait que c'est quand même beaucoup de pression, donc ça l'a aidé. De fine-tuner, de raffiner, si on veut, cette rencontre-là. Ça aidait à faire un bon kick-off sur les prochaines journées du PI. Ensuite de ça, plus qu'on le faisait, mieux on était. Le calendrier devenait clair. Au début, j'avais énormément de feedback sur les rencontres sont pas assez longues. On n'a pas le temps d'aller en profondeur. On n'a pas le temps. C'est difficile d'estimer quand on ne sait pas tout à fait de quoi on parle. Tu sais, quand je parlais tantôt des Scrum Masters m'aidaient à ramener la conversation à un niveau où est-ce qu'on était capable d'avancer, parce qu'on a 2 jours, on a 3 jours pour faire ça. Donc au début, les gens paniquaient parce que, surtout quand ils l'avaient jamais fait, ils essayaient on sortait de là avec le sprint 1, 2, 3 planifié, là. Tu sais, pas de place à l'erreur, là. La capacité était loadée à 100%. Puis c'est ça qui est important aussi, c'est que la capacité, la vélocité venait jouer un rôle important au PI planning du PI d'avant, parce que c'est comme ça qu'on était capable de définir, tout le monde le sait, combien la charge qu'une équipe était capable de prendre. Puis c'est avec ça qu'on s'aidait à planifier un sprint. C'est ça qui arrivait au début, là, les gens, mais là, on n'a pas eu le temps d'estimer le travail, on n'a pas pu aller assez en profondeur. Donc, c'était de raffiner le timing, d'expliquer aux gens la nature du meeting, de les guider à travers ces rencontres-là pour être sûr qu'ils atteignent juste le bon niveau d'information pour être capable de faire avancer la rencontre, en étant assez confortable pour être capable de commettre à un plan, mais aussi que ça laisse de la place à l'erreur, que ça laisse de la place au changement, pour s'adapter au feedback, s'adapter aux bugs qui vont entrer, ces genres de trucs-là. Donc, tout ça a fait en sorte qu'en bout de ligne, on était capable de faire le PI planning en hybride en 1 journée et demie. Le reste, on le gardait.
tout était quand même planifié. Je compte pas là-dedans, mettons, la rétrospective. Je comptais pas là-dedans la rencontre de dépendance à la fin où on faisait les présentations. Mais ça laissait du buffer aux gens pour retourner travailler, retourner faire ce qu'il y avait à faire ou rencontrer d'autres équipes. Il y a des équipes, des fois, que leur objectif changeait au complet. Parce que là, ils réalisaient qu'il n'y avait pas de capacité pour faire ce qu'on leur demandait. Donc, on retournait sur le drawing board, puis il fallait qu'on refasse avec eux tout parce que ils ont identifié un risque à l'avance qui était géant. Ils ont perdu quelqu'un qui était essentiel, ou quelqu'un, je sais pas, s'en allait, avait donné sa démission, ou retournait dans son pays. Ou, tu sais, je veux dire, quelque chose de gros qui est arrivé. C'est arrivé pendant qu'on était là, mais on le sait assez à l'avance pour justement être capable de s'asseoir, puis, alright, on a un problème, il faut qu'on trouve une solution, let's go, on parle. Donc c'est ça, tous ces petits fine-tuning-là ont fait en sorte qu'à la fin, on était capable de faire ça en une journée et demie. Plus ça allait aussi, des gens commençaient à aimer être là en présentiel, parce que quand on avait quand même un bon setup dans Teams où est-ce qu'on avait créé des salles virtuelles et non pas des meetings. Donc les gens, on utilisait Teams, les gens pouvaient rentrer et sortir de la rencontre sans avoir une invitation. Donc, un peu comme une salle de rencontre, tu ouvres la porte, tu rentres, tu sors, tu sais. Mais c'est pas naturel. Tandis que moi, quand j'étais sur place, puis je rentrais de salle en salle, tu cognes, salut, on jase, on niaise, ha ha ha, on rit, on parle de ce qu'on a parlé, on s'en va. Donc, ça créait aussi une forme de camaraderie où est-ce que les gens commençaient à venir. À chaque PI, on avait de plus en plus de gens en présentiel, au point où est-ce que la plus grosse salle qu'on avait dans nos bureaux n'était plus assez grande pour accommoder tout le monde. Qui dans ma tête est un beau problème à avoir. C'est un mal de tête que ça me donnait d'avoir à booker une salle où ce que tout le monde fit, mais c'était quand même le fun qu'il y ait de plus en plus de gens qui voulaient venir en présentiel pour discuter de ces trucs-là. On se le cachera pas. Le commentaire qui revenait souvent, c'est que c'était extrêmement drainant. Ce sont des longues journées, surtout pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en rencontre ou qui ont l'habitude de travailler à la maison, d'être vraiment focusé. Ou est-ce que chaque équipe est toujours libre de prendre un break quand ils veulent prendre un break, t'sais. Mais on essayait en plus de ça, de créer des moments de pause, des moments où est-ce que, OK, on s'en va se rejoindre à telle place, on jase un petit peu, on se dégourdit. Donc c'est tous des trucs plus, mettons, pour faciliter l'expérience humaine de ce truc-là. Puis là, j'essaie de passer à d'autres feedbacks que j'ai eu qui ont fait qu'on a pu améliorer. Sans regarder peut-être le niveau du feedback, mais peut-être juste un tweak que vous avez peut-être même fait naturellement par observation. Que toi, tu as vu qu'il y a eu un impact assez important. Donc, je sais pas, comme on parle sur 3 jours de meeting, tu parlais là de un jour et demi. C'est comme je suis pas sûr que vous l'avez réduit de moitié, mais il y a forcément des choses où on voit... en tweakant une affaire des fois où on se dit c'était si simple que ça, où on réduit de beaucoup, où l'impact va être sur la qualité de la conversation que les gens vont avoir. Il y a les deux choses que je dirais. La première, c'est le board spaghetti avec toutes les dépendances. Quand j'ai rentré là-dedans le code de couleur, ça a fait en sorte que le meeting était tellement moins un mal de tête, puis qu'on était capable vraiment d'identifier puis de communiquer. Puis aussi avec l'expérience, pas juste la mienne, mais celle des gens qui présentaient leur dépendance. Un coup que tout le monde a compris comment on utilisait le board, ça faisait en sorte que la conversation était beaucoup plus fluide. Il y avait moins de confusion, il y avait moins d'arguments, il y avait moins... C'était plus... Les gens étaient prêts à la rencontre et comprenaient comment faire la rencontre et comprenaient comment utiliser les outils. Donc ça a vraiment fait une différence. Puis ensuite de ça, c'est le danger avec les PI planning, où est-ce que toutes les RTE sont au courant de ça, qui est un gros no-no selon SAFe. Vient un temps où est-ce que les gens vont faire leur PI planning avant le PI planning. Ils vont tellement se préparer avant, ils ont déjà rempli leur board en secret, ils ont déjà tout planifié leur truc, comme je disais, parce que c'est un peu faux de penser que il n'y a rien qui est réfléchi à l'avance, puis ça va être une surprise, puis on ne sait pas sur quoi on va travailler pour les 3 prochains mois. Donc, il y a des gens qui vont, puis ça, je m'étais fait avertir que ça pouvait arriver, il y a des gens qui vont trop planifier. Puis, ce qui arrive, c'est que quand tu planifies trop, tu perds l'essence de ce qu'est le PI planning, qui est, comme je disais tantôt, la rencontre, la conversation. Parce que si toi, tu as fini de planifier, ben, tu vas retourner faire tes affaires, ton planning est fini, donc tu n'es plus disponible pour les autres.
Fait que c'est peut-être que toi, tu n'as pas de dépendance avec les autres, mais peut-être que les autres en ont. Donc, ce que je me suis assuré de faire du temps que j'ai été là, puis je suis content parce que c'est pas arrivé ou j'ai pas été témoin que ce soit arrivé, c'est que j'ai toujours freiné ou ralenti les équipes à ne pas penser trop à l'avance au PI. Dans le sens que je les laissais prendre d'avance pour créer leurs stickies, parce que je veux dire, il y avait du travail qui était peut-être qui existait déjà dans Jira, ou il y avait du carry-over du PI d'avant, ou est-ce que je disais, oh, vous pouvez commencer à importer vos stickies pour, au lieu d'avoir, parce que c'est fatigant, là, créer un stickies, tu retournes dans Jira, tu crées un stickies, tu retournes dans Jira, donc avoir une sorte de préparation pour ça, ça aussi, ça a fait la différence, ou est-ce que je disais aux gens, préparez-vous pour le PI planning au niveau rencontre. C'est comme préparer votre rencontre, mais planifiez pas. Laissez vos sprints vides. Laissez la place à être capable de discuter. Laissez la place à estimer tous ces trucs-là, parce que quand vous allez parler d'un ticket, puis vous allez l'estimer, c'est à ce moment-là que vous allez savoir si vous avez une dépendance ou non avec une autre équipe. Donc, c'est vraiment ça. C'est-tu un tweak qu'on a fait? C'est-tu un tweak que j'ai fait? Ou c'est juste qu'on s'est habitué puis qu'on a compris comment le framework fonctionnait? Je pense que c'est un peu de tout ça. Donc, pour faire un résumé, vraiment, les deux plus gros impacts, c'est le board spaghetti, quand on a commencé à comprendre à comment s'en servir. Puis, la préparation qui mène au PI planning sans aller trop loin dans la préparation. Où est-ce qu'on est prêt pour commencer la rencontre, mais on ne l'a pas fait à l'avance. Parce que ça n'importe qui écoute et qui pense à faire ça, je vous le dis, si vous faites votre PI planning avant votre PI planning, vous allez complètement rater le purpose de la rencontre. Puis je vous poserai la question, est-ce que ça fait du sens que vous soyez dans ce train-là, si vous êtes capable de faire votre PI planning à l'avance, on your own? Est-ce que vous participez vraiment au flux de valeur que le train livre? Mais c'est cool parce que moi je sors avec trois Keway de ça. Ne pas en faire trop, être relativement lean dans la présentation business du début. Oui. Le good enough, le just enough. Puis ça, c'est sûrement au fur et à mesure qu'on va finir par trouver avec les personnes qui sont présentes, de quoi est-ce que les gens ont vraiment besoin comme information, minimalement pour comprendre où est-ce qu'ils vont aller. Rendre visuel des éléments complexes, comme par exemple les dépendances. Mm-hmm. Puis là, il y a la visualisation de qui est connecté avec qui, mais aussi le code couleur pour qu'on puisse bien rapidement voir, oh là là, telle couleur, il y en a beaucoup, par exemple. Aussi rester ne pas déborder du cadre trop pour éviter le syndrome de vouloir être parfait et d'arriver avec déjà sa copie déjà remplie. Le but c'est de designer un peu le futur proche avec les autres ensemble et d'avoir de la place, d'être disponible pour pouvoir se faire challenger les autres. Effectivement, je trouve que la réflexion que tu avais, c'est si tu es si capable que ça, si tu n'es pas dépendant des autres, pourquoi est-ce que tu es dans le train finalement? Tu es dans un train qui est en parallèle. Exact, c'est ça. Tu es un wagon qui est isolé. On va l'enlever. Parce que... c'est ça. Parce qu'on se le cachera pas. Comme je disais, c'est une rencontre qui est lourde. Puis, si cette rencontre-là apporte rien à cette équipe-là, aussi bien la libérer, puis, comme continuer à faire ce que vous avez à faire. Parce que ça, comme je dis, ça a son coût émotionnel, son coût en argent aussi, parce qu'on s'entend que c'est une grosse rencontre, puis si on est capable de la faire en présentiel, ça vient avec des coûts. Donc, c'est ça, je pense, peut-être l'expression qui résume le mieux ça serait le trop, c'est comme pas assez. Puis autant au niveau du leadership, la première rencontre, que ceux qui planifient trop à l'avance, c'est la première rencontre, je m'en souviens, la première fois qu'on l'a faite, il y a cette nervosité-là de ne pas donner assez de travail ou de manquer de travail. Donc c'est là où est-ce qu'on s'en va tellement loin qu'on crée, qu'il y en a juste trop. Puis ça, tant qu'on ne l'a pas fait une fois, je serais curieux de refaire une mise en place de la méthodologie SAFe avec un autre groupe ou dans une autre entreprise. Puis je suis
pas mal sûr que malgré mon expérience puis malgré mes conseils, une version semblable de ça réarriverait parce qu'il n'y a pas de meilleure manière d'apprendre que de le faire. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment ça, c'est trop, c'est comme passer, si tu prépares trop à l'avance, ben t'as plus aucune flexibilité, t'es plus capable d'adapter ton plan si quelqu'un t'envoie une surprise, puis il faut que tu recommences au complet. Donc c'est là le trop est comme passé, c'est que si c'est trop planifié puis arrive une surprise, tu vas être obligé de recommencer. Leadership, s'il présente trop de choses, ben là on sait plus c'est quoi les priorités. Parce que tout est là, fait qu'il faut tout faire ou comment on priorise. Donc c'est ça, c'est vraiment doser, s'adapter, comme dans n'importe quoi, c'est de l'agilité, je veux dire, là, c'est vraiment ça, c'est de s'adapter, c'est de laisser place à l'erreur, laisser place à l'expérimentation, tout en restant efficace, en restant productif. C'est pas de perdre son temps, là. Des fois, les gens vont dire que, ben là, si tout n'est pas planifié au corps de tour, on perd notre temps. Non, c'est qu'on perd jamais notre temps. Si on perd notre temps, on fait quelque chose de pas correct. Il y a toujours une place de laisser un trou pour s'adapter. Je vous garantis que ce trou-là va se remplir très, 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 très vite. Très, très vite. À la fin à la fin des séquences, on disait aux gens, planifiez vos sprints à 60% quand vous êtes dans le PI planning. Le premier sprint, étant donné que le planning s'en vient la semaine d'après, c'est correct, vous pouvez le planifier à 90%, vous avez sensiblement une idée de ce que vous allez faire la semaine prochaine. Mais le 5e sprint dans le PI, mettez 40-60% de votre capacité là-dedans parce que tout le carry-over de ce que vous allez avoir overcommit va glisser. Les bugs que vous allez générer en faisant du nouveau code, c'est normal. C'est pas d'échouer, c'est des choses normales. Les dépendances qui vont peut-être glisser, les nouvelles dépendances qui vont être créées. Ouais, donc, il y a de l'inconnu. Plus on est loin, plus il y a de l'inconnu. Donc exactement. Il faut pas bourrer la machine. C'est ça, il faut se laisser de la place. En espérant que tout va bien aller, quoi. C'est ça. Et je te remercie. Écoute, on a déjà terminé, mais merci beaucoup Cédric pour ton partage d'expérience là-dessus. Ça me fait plaisir. Que ça aura inspiré pas mal de monde je l'espère à aussi. tester de leur côté. Pour toi qui nous écoutes, je te dis à dans quelques semaines pour un prochain épisode. Tous les autres épisodes et ta dose hebdomadaire de solutions concrètes pour surmonter les obstacles qui freinent l'efficacité de ton équipe sur collaborationsoft.com. Allez, des bisous!